Critique des sources partie 1. Pourquoi un cours de critique des sources ? Ce qu'on a en commun est de devoir recueillir des sources d'informations pour nos cours, même si ces cours sont différents. Il faut contracter un esprit critique pour nos études et aussi comme acteur de critique des informations de notre société. La société de l'information, une société qui fait un usage intensif des réseaux d'information et de la technologie de l'information, qui est le support de cette division massive de l'information qui produit de grandes qualités de biens et de services d'information et de communication et possède une industrie de contenu diversifiée. Le développement de l'accès à l'information est important pour la capacité à dialoguer. Il faut qu'on puisse bien se situer dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Le premier effet négatif, c'est qu'on assiste à un phénomène de surcharge informationnelle ou infobésité. Excès de l'information comme une maladie et on observe une série de réactions face à cette surcharge. Soit on se ferme, soit on devient addict. On observe ça de plus en plus dans le monde du travail. On a l'absence de recul analytique. Les nouveaux médias qui possèdent les avancées technologiques ont mis au point des systèmes qui permettent de canaliser la surcharge et de poser la question. La question que l'on se pose, c'est comment utiliser les moteurs de recherche. On sait que les réponses apportées aux questions sont une bulle de filtre. On va avoir des résultats liés à nos intérêts et on va balayer l'existence du reste et donc se retrouver dans une bulle et avoir seulement les informations que l'on veut entendre. On nous donne en premier les réponses les plus regardées et donc on sera guidé plus par le moteur de recherche que par la vraie question. On a l'impression que tout est sur Internet, mais ce n'est pas le cas. Il faut donc être critique avec l'usage de ces outils. Il faut faire attention aux fake news, aux infox. C'est l'information mensongère volontaire qui a un but, par exemple contrer une vérité scientifique établie ou encore ternir l'image de quelqu'un. À côté de ça, on a les hoax, donc des canulars, une information invérifiée qui profite d'Internet pour se propager. Il y a un élément fort important dans l'appréhension des informations. C'est l'émotion qui fait barrage à la réception de l'information. L'émotion nous tente à diffuser et donc ça prend plus d'importance. La propagation de ce genre de nouvelles a pris une telle ampleur que les penseurs, les philosophes ont mis au point un concept qui est celui de post-vérité. Ce phénomène va nous mener à l'appréhension de la dimension importante face à l'information. Quelle est la vérité et quel est le mensonge ? On comprend bien qu'il y a post et vérité. Les faits réels ont moins d'impact que les croyances personnelles liées à l'émotion. Ce mot, post-vérité, a été proclamé mot de l'année en 2016. L'émotion porte le débat pour l'instant. Si les spectateurs n'ont pas le recul nécessaire, ils n'arrivent plus à démêler le vrai du faux. On se demande si le vrai a encore une place dans notre société. Quand on contredit quelqu'un maintenant, on utilise fake news. Cela devient un fait qu'on ne veut plus entendre. On dit cela maintenant comme un argument qui n'en est pas un pour contrer une idée qu'on ne veut pas entendre ou croire. Cela crée une véritable suspicion généralisée. On ne croit pratiquement plus personne. Le danger est d'avoir face à soi une indifférence généralisée. Des fausses nouvelles existaient déjà avant Internet, des sources mensongères ont toujours existé. Le premier effet est d'accentuer ce sentiment de rejet à cause du soupçon dans la diffusion de l'information, et donc on s'isole et on n'écoute plus, mais Internet favorise aussi la crédulité. On ne vérifie même plus parce qu'il y a trop d'informations. Les internautes sont à la fois acteurs et victimes de la propagation de l'information. Nous sommes démunis face à ça. Chacun peut produire de l'information. Le danger est d'être exposé aux rumeurs et de les propager, et donc, in fine, le danger est d'être plus réceptif aux émotions qu'à l'information. Il faut donc se donner les moyens d'avoir un jugement solide. Les politiques sont de plus en plus interpellés par cette situation. Ce qui ressort de manière générale, c'est qu'on doit essayer d'avoir un esprit autocritique, c'est aussi avoir chacun sa capacité à le faire et à ne pas être dépendant de ce qui vient de l'extérieur. Si on ne peut pas prouver que le monstre du Loch Ness n'existe pas, c'est qu'il existe. On inverse ici le raisonnement. On propose un raisonnement faux qui a l'air logique, c'est un sophisme. Autre exemple, les fake news et leurs faits alternatifs sont la conséquence d'un abandon de la rationalité. Il faut s'entraîner à l'autodéfense intellectuelle en apprenant à traquer les sophismes et les erreurs de raisonnement. Il trouve ici que l'émotion a pris le pas sur la raison et le seul moyen de revenir dans une société d'information sans être manipulé, c'est de croire en la raison. Il faut utiliser l'outil comme un outil et pas comme quelque chose qui s'impose. Exemple du mail, on n'est pas obligé de répondre tout de suite et pourtant on le fait tout de même. Article 1 des statuts de l'université. L'Université libre de Bruxelles fonde l'enseignement et la recherche sur le principe du libre examen. Celui-ci postule en toute matière le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de jugement. On a donc ici la liberté d'examiner une question sans accepter une vérité. Discours de Henri Poincaré. La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être.
Il fait partie de ceux qui ont milité pour réviser le procès de Dreyfus parce qu'ils considéraient que les raisons pour lesquelles on l'a mis au bagne étaient des fausses. Partie 1. Critique historique. Chapitre 0. Introduction à la critique historique. L'histoire. Elle désigne les faits du passé et aussi le récit des faits du passé. Comment faire le récit du passé et qu'est-ce que le passé ? C'est la construction d'un savoir. Le mot construction reviendra régulièrement. Il faut retrouver les sources et une fois qu'on les a soumises à la critique, il faut les mettre en œuvre. Il faut expliquer ce savoir dans un récit cohérent. Cette importance accordée au travail de construction des faits s'explique par une préoccupation centrale. Comment donner au discours de l'historien un statut scientifique ? Comment s'assurer que l'histoire n'est pas une suite d'opinions subjectives que chacun serait libre d'accepter ou de refuser, mais l'expression d'une vérité objective qui s'impose à tous ? Citation d'Antoine Prost qui se pose la question sur la construction du savoir historique. Il a une préoccupation centrale. C'est une question fondamentale dans le travail de l'historien. Comme procédé de connaissance, l'histoire est une connaissance par traces. L'historien effectue un travail sur les traces pour reconstituer les faits. Ce travail est constitutif de l'histoire. En conséquence, les règles de la méthode critique qui le gouvernent sont, au sens propre du mot, fondamentales. Quand il dit que l'historien travaille sur des traces, ce sont des traces du passé, et le travail d'enquête est à la fois historique et judiciaire. L'historien est un enquêteur. Il doit se mettre à la recherche de traces. Si on se met dans notre situation actuelle, que l'on cherche quelque chose, on pose la question sur Google, mais c'est une information construite par quelqu'un. La trace du passé ne vient pas comme ça. On a des archives et si on ne le sort pas, c'est comme si elle n'existait pas. C'est pour ça qu'on parle de construction. Les règles de la méthode critique sont fondamentales. Qu'entendons-nous en effet par des documents, sinon une trace, c'est-à-dire la marque, perceptible au sens, qui a laissé un phénomène en lui-même impossible à saisir ? On ne peut avoir que les traces laissées. Une source, c'est l'origine de l'information. En histoire, on s'attache à récolter les sources de première main. Quand on ouvre Wikipédia, on a une source sur un fait, mais c'est une source produite par un historien et pas par les acteurs d'un passé. Critique historique. La critique historique, c'est une méthode scientifique d'examen des sources historiques visant à en distinguer le vrai du faux et à en interpréter le contenu. L'historien qui transmet les sources doit vérifier si elles sont vraies ou fausses et doit faire une critique historique. Il n'y a pas de document sans question. Les textes ou les documents archéologiques ne parlent que lorsqu'on sait les interroger. Avant Boucher de Perthes, les silex abondaient comme de nos jours dans les alluvions de la Somme. Mais l'interrogateur manquait et il n'y avait pas de préhistoire. Il fait beaucoup d'allusions. Ces allusions sont faites pour ceux qui connaissent Boucher de Perthes. Si on le connaît, on comprend l'allusion, sinon non. Perthes est né en 1888, il va travailler comme amateur et faire des découvertes. Il va mettre au jour des traces de l'activité humaine. C'est l'un des premiers acteurs de l'archéologie préhistorique. Si on ne pose pas de questions aux documents, ça ne sert à rien. Au fur et à mesure des questionnements, on va pouvoir trouver de nouveaux pans de la réalité passée. On n'a donc jamais fini d'interroger l'histoire. À chaque époque, la nature des questions va changer. Les historiens sont des gens de leur temps et donc réceptifs aux enjeux présents. Les types de questions qu'ils vont poser sont liés au temps présent et c'est pourquoi l'histoire change et se réécrit. Il faut donc poser un problème, un questionnaire aussi pour pouvoir mener sa recherche. La question est fondamentale pour pouvoir se guider. Les sources sont donc importantes et il faut les connaître. La démarche de l'historien. Faire un choix parmi les documents suppose d'établir une problématique, c'est-à-dire faire l'état de la question en établissant la bibliographie et en établissant le questionnaire pour sa propre recherche. Il s'agit enfin d'en faire le récit en le structurant pour le rendre intelligible. Le mot « histoire » désigne aussi bien ce qui est arrivé que le récit de ce qui est arrivé. L'histoire est donc soit une suite d'événements, soit le récit de cette suite d'événements. Ceux-ci sont réels. L'histoire est le récit d'événements vrais, par opposition au roman par exemple. Par cette norme de vérité, l'histoire comme discipline s'apparente à la science. Elle est une activité de connaissance. Il ne dit pas que l'histoire est une science, mais elle est dépendante des traces et il faut en faire le récit et elle s'apparente à la science. L'intervention de l'historien apparaît dans le choix de la documentation et dans la reconstitution du passé. L'histoire est-elle une discipline scientifique ? Il y a en tout cas une démarche scientifique dans chaque étape, science humaine. L'histoire dit vrai, mais ces vérités ne sont pas absolues. Comment comprendre cette contradiction constitutive de la discipline ? C'est le problème majeur. Nous voulons dire vrai et nous appuyer sur des faits, mais il y a une intervention dans le choix de la question et dans le récit. Aujourd'hui, une des questions, c'est l'évolution du climat. L'historien pourrait poser cette question au passé. On parle d'impartialité dans le sens où on ne prend pas parti. On pourrait étudier des faits d'un passé difficile et avoir nous-mêmes une opinion.
On ne peut pas avoir seulement une propre opinion, il faut entendre les sources même si elles ne vont pas dans notre sens. Il faut tout prendre en compte, même les sources qui ne vont pas dans le sens de notre hypothèse. Il faut comprendre ce qui est passé. La définition de l'histoire engendre la tâche de l'historien, reconstituer par son récit, d'une façon intelligible et impartiale, le passé humain à partir d'une étude aussi scientifique que possible et sources susceptibles de nous éclairer sur ce passé. On voit que le mot impartial a été mis en avant et c'est important. Certes, les démarches pour démontrer la vérité sont liées au contexte, à l'état de la documentation, de la réflexion. On peut dire que les mêmes documents peuvent être ou ne pas être acceptés en tant que preuve en fonction du contexte, mais le souci de vérité est lié à l'histoire, en tant que projet intellectuel depuis Hérodote. Et je pense que c'est une faute majeure de rejeter la notion de preuve en tant qu'instrument pour approcher la vérité, la rendre visible et convaincante. Il y a un côté d'intervention de l'historien. Cet historien est un Italien contemporain et on lui demande de se positionner sur le caractère impartial et objectif de l'histoire. Il a travaillé sur l'analogie du juge et de l'historien. Il s'est attaché à étudier le cas d'un meunier italien de l'époque moderne dont nous avons peu de traces. Les sources qu'il a utilisées sont des sources judiciaires. On voit le travail du juge, mais on voit l'interrogation de l'historien. Il va loin dans le raisonnement. Certaines sources peuvent être pertinentes pour un sujet et pas pour un autre. Il fait allusion à une personne qui est Hérodote. C'est un historien du 5e siècle grec, c'est le père de l'histoire car c'est le premier à écrire en toutes lettres ce qu'est l'histoire. Dans les textes du discours scientifique, on va émaner les textes d'allusion qui comportent des faits connus par tous. Il faut toujours se poser des questions et il ne faut pas juste accepter le texte comme ça sans savoir qui est qui ou quoi est quoi. Ce qui importe pour l'historien, c'est la quête de vérité. Dans les discours intellectuels récents, on a remis en cause le caractère scientifique de la démarche. S'il y a l'intervention de l'historien, on dirait que c'est une activité de connaissance. Le danger, c'est qu'il n'y ait plus d'histoire, donc il faut un souci de vérité et ne pas rejeter la preuve, mais il faut aller plus loin. L'appareil critique, c'est une manière de transmettre l'information. L'historien doit pouvoir retrouver ses sources et critiquer ses sources ainsi que vérifier ses preuves. Le souci de la preuve va donner le caractère scientifique à la démarche. Les résultats s'approchent de la science. Chapitre 1. Genèse de la critique historique et histoire. Pour comprendre la genèse de la critique historique, il faut remonter loin, à l'Antiquité. Les historiens et l'usage des sources. 1. L'Antiquité grecque, la naissance de l'histoire. On l'a fait remonter à l'époque d'Hérodote et d'Athènes, donc de la cité-État qui a inventé la notion de démocratie. Dans ces contextes, on voit arriver les travaux d'histoire. Hérodote va écrire les histoires, ou l'enquête, donc le travail de recherche. C'est un récit d'événements réalisés à partir d'enquêtes qui ont mené des historiens à faire des travaux de témoignages oraux et écrits. Pour recueillir des témoignages contemporains, on procède à l'enquête orale, qui doit suivre des règles strictes pour pouvoir endiguer les risques d'apporter un témoignage faussé. Hérodote est un des premiers à faire ce travail, et c'est le premier à faire l'histoire du temps présent, l'histoire toute proche, celle de maintenant. On a une volonté de chercher ces témoignages. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que les travaux des hommes et les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares ne tombent dans l'oubli. On a dans son projet le fait qu'il a fait son enquête et son but est que tous les faits accomplis par les hommes, tous les hommes grecs et étrangers, soient rapportés. On cherche l'information. Ce qui distingue Hérodote de ses contemporains, c'est qu'il est celui qui collecte les témoignages. Dans son projet, il y a l'enquête, donc la recherche des sources d'information. C'est donc le premier historien. Un de ses contemporains, Thucydide, est aussi connu. Il va écrire un ouvrage sur la guerre. Il a donc un objet d'étude qui se rapproche de notre vision parce qu'il définit clairement son objet. Hérodote allait un peu partout. Ici, il y a une question, un objet précis. Il se centre sur des événements fondamentaux de son époque. Il explique sa méthode. J'ai évité de prendre mes informations du premier venu et de me fier à mes impressions personnelles, tant au sujet des faits dont j'ai moi-même été le témoin que pour ceux qui m'ont été rapportés par autrui. J'ai procédé chaque fois à des vérifications aussi scrupuleuses que possible. Ce ne fut pas un travail facile, car il se trouvait dans chaque cas que les témoins d'un même événement en donnaient des relations discordantes, variant selon leur sympathie ou selon leur mémoire. Ce texte traduit est extrêmement moderne. On voit en quelques lignes tous les enjeux de l'approche critique des sources. On voit qu'il s'informe de la qualité des témoins, ensuite on voit la prise de distance par rapport aux faits rapportés. Il veut être impartial et approcher les faits du plus près en sachant que les événements rapportés le seront toujours à travers les témoignages. Il faut vérifier, dit-il. Nous, on dira qu'on procède au recoupement des sources, on regarde si un même événement peut être rapporté par plusieurs témoins.
Des témoins d'un même événement vont avoir des rapports à cet événement différents tout de même. On se rend compte que bien souvent, on n'a pas une relation pareille en fonction de notre relation avec l'événement. Un exemple simple, la manifestation. La personne impliquée dans l'événement aura un témoignage différent de celui qui n'a pas participé parce qu'il est impliqué. Dès que le temps s'écoule, la mémoire peut être défaillante et sélective. Ce qu'on retient d'un événement qui se passe maintenant, si on veut s'en remémorer dans 30 ans, on n'aura pas la même vision qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on parle toujours du devoir de mémoire, commémoration de la guerre 14-18 par exemple. On fait allusion à ce qu'on va en retenir et ce que l'on espère pouvoir en retenir. En procédant à des commémorations, on essaye d'éviter la perte de mémoire. La différence entre mémoire et histoire, c'est que la mémoire touche à l'émotion des gens qui doivent se rappeler des événements. Les événements dont on va faire le rapport vont interpeller la raison et l'émotion de celui qui s'en souvient. Le plus souvent, on essaye d'avoir des témoignages de ceux qui ont entendu parler de l'affaire. Ce n'est pas la même chose que la recherche de l'histoire de l'événement. Jamais dans un événement de commémoration, on ne fera l'exposé scientifique de cet événement. La mémoire est fondamentale pour maintenir un souvenir lointain ou partiel. Selon les personnages, les souvenirs vont être différents. Les historiens qui cherchent à avoir un témoignage oral sentent bien, sans avoir aucun livre sous la main, tous les pièges de l'enquête. On cherche une vérité historique. Il faut démêler le vrai du faux et faire attention aux témoignages contradictoires. Par la suite, l'histoire va être écrite pour mettre en avant les événements importants et les faits des grands hommes pour faire une histoire exemplative. 2. À l'époque romaine. Avec Tight Live, on met en avant les exemples. C'est une histoire qui a une vocation morale. On ne cherche plus la vérité complète, on veut une histoire d'exemples. On met en avant ces exemples pour ceux qui veulent avoir accès au savoir. César a écrit les événements du temps présent et a écrit l'histoire de conquête qu'il a faite lui-même. Ici, la prise de recul n'existe pas. C'est un témoin qui connaît bien l'information, mais il ne rapporte peut-être pas les choses telles qu'elles se sont produites. On n'a donc pas un récit impartial. Dans le contexte de l'Empire romain, les historiens ne sont pas libres d'écrire ce qu'ils veulent. Ils sont censurés et ça a un impact sur la manière d'écrire. On n'a donc pas une évolution linéaire dans la critique des sources. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la plupart des gens ne savent pas lire, on prend connaissance de l'histoire oralement. C'est important de se demander pourquoi on écrit et pour qui. 3. L'époque médiévale. En Europe occidentale, on voit l'omniprésence de l'Église. L'enseignement général est marqué essentiellement par la volonté de transmettre le savoir lié à la foi. Ça limite donc la population concernée. Ceux qui ont accès à l'enseignement recevront une histoire non contestable et qu'on ne peut critiquer. À partir du moment où on ne peut contester une vérité, on n'est pas dans l'émergence d'un esprit critique, mais bien dans l'apprentissage du savoir, et tout va être contrôlé. Il n'y a pas de liberté. On va s'intéresser plutôt à la succession des événements, qui est l'émanation de la volonté divine. On raconte les événements sans les critiquer et sans faire la part du vrai et du faux. Ce sont des chroniques ou des annales. À partir du XIIe siècle, on voit que l'histoire est encouragée par les principes laïques qui veulent avoir l'histoire de leur royaume et qui ont soutenu le travail de chroniqueurs qui vont se mettre à leur service. Un chroniqueur qui est engagé pour ça va être soumis à l'autorité de son maître et donc ne va pas raconter une histoire libérée de contraintes. Ils ne peuvent pas raconter des événements qui vont nuire à leur maître, donc ce ne sera pas tout à fait crédible. On dispose donc de documents importants pour le Moyen-Âge, mais c'est à prendre avec des pincettes car on ne peut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui a été dit. Cependant, il ne faut pas ne pas en tenir compte. On peut utiliser des sources dont on se méfie dans la critique. Le paradoxe, c'est d'avoir la volonté d'une certaine distance pour ne pas accepter l'information et en même temps faire preuve d'empathie. C'est compliqué parce qu'il faut avoir en tête toutes ces informations sur l'époque.